Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre série Terroir Gourmand, nous partons dans les Yvelines à la découverte de la plaine de Versailles et du Mantois. Le château de Versailles nous ouvrira ses portes du potager aux tables royales qui ont fait la renommée du service à la française. Stéphane nous racontera aussi l'histoire du Paris-Brest, créé par son arrière-grand-père au début du XXe siècle. Je vous laisse apprécier les richesses de ce terroir aux portes de Paris et je vous donne rendez-vous juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. À quelques kilomètres à l'ouest de Paris, bordée par la Seine, la région du Mantois se distingue par ses nombreux plateaux au relief tabulaire. Elle abrite en son territoire la plaine de Versailles, une région naturelle qui s'étend jusqu'au château du même nom, qui attire des millions de visiteurs chaque année. La richesse des sols de la région mantoise lui confère une agriculture développée et diversifiée. Quant à la plaine de Versailles, sa partie est se caractérise par des paysages forestiers marqués qui furent jadis le domaine de chasse des rois de France. Si la pluie tombe, elle a fait de cette région une terre d'abondance, laissant aujourd'hui quelques spécialités ancestrales. Bonjour. Vous ramassez quoi là? Vous récoltez quoi? De la lierre, des feuilles d'alière. La prunelle, vous la trouvez bonne en ce moment? Parce que sortie de l'hiver, Écoute, je n'ai pas goûté, moi. quand c'est tendre, ça a un goût de noisette et de concombre. Moi, j'aime bien. Bah là, il y a des jeunes pousses quand même, donc elles sont... Ah, il faudrait que j'aille voir. Ouais. Antoine Jacobson est le responsable du potager du roi, à Versailles. Louis XIV le fit construire sur un marais afin de garnir sa table en fruits et légumes. En ce milieu du XVIIe siècle, le roi cherchait à promouvoir un modèle culturel français qui commençait à se mettre en place. Le potager du roi, c'est à la fois un jardin nourricier, un jardin productif, mais c'est aussi comme une table dressée. C'est le roi qui est le nourrisseur de son peuple, c'est le jardin qui nourrit la table et le jardin se ressemblent. On est en plein dans un modèle culturel, dans un espace de production qui veut aller jusqu'au modèle de la consommation. Louis XIV fit appel à de nombreuses personnes, dont le nôtre et Jean-Baptiste de la Quintinie, dont la statue veille sur les lieux. Alors qu'il est déjà directeur de tous les jardins fruitiers et potagers du roi, il va créer celui-ci à partir de 1678. Comme un directeur de laboratoire, la Quintinie a l'âme d'un chercheur, essayant d'offrir au roi une grande variété de plaisirs inconnus. C'était quelqu'un d'attaché au goût. La première chose qu'il demande à un propriétaire de faire dans son jardin, c'est de goûter. Goûtez votre terre, littéralement. Mettez-le dans de l'eau, secouez, laissez décanter, filtrez. Goûtez votre eau qui a infusé dans la terre. Et si cette eau a bon goût, alors vos fruits et légumes auront bon goût. Ça part de la dégustation, ça part de la sensibilité, ça part pas directement de la technique. La Quintinie relevait des défis. Mais pour Antoine Jacobson, le vrai métier de jardinier est de garder les bases anciennes en ajoutant des techniques nouvelles. Son but est de s'adapter à l'environnement, comme à l'ensoleillement et au cycle des pluies. C'est ainsi que poussent ces différentes sortes de romarins. Comment est-ce qu'on fait pour cultiver du romarin dans des espaces qui sont toujours humides aujourd'hui et qui étaient en réalité un marais, qui étaient des terres asphyxiées au XVIIe siècle? Vous pouvez voir ici qu'on est sur ce qu'on appelle de la bâche ou du tissé et les romarins sont sur une sorte de butte. L'objectif, c'est que l'eau traverse, ne stagne pas et les racines du romarin sont bien au sec. Nous, aujourd'hui, on est plus dans une approche terroir, plus près de ce que nous avons dans nos sols. À travers ça, on réussit en tout cas à avoir des fruits d'une très très grande qualité. Si certaines parties du jardin sont dédiées aux légumes, d'autres sont principalement destinées aux arbres fruitiers. Ce carré comporte 200 variétés de pommes et de poires et constitue l'une des plus grandes collections de formes fruitières au monde. Salut Mathias. Bonjour Antoine. On a les bourgeons qui grossissent, hein? Ouais, c'est la fin de la taille là bientôt. Le printemps arrive. C'est les derniers coups de sécateur. Depuis plus de 340 ans, des jardiniers travaillent dans le jardin du roi.
Aujourd'hui, ils sont peu nombreux, 9 jardiniers seulement pour 9 hectares. Une des grandes difficultés que nous avons aujourd'hui dans ce jardin, c'est de trouver de l'investissement en temps humain, c'est-à-dire avoir suffisamment de jardiniers. Quelle solution? Eh bien, une des solutions, c'est que nos jardiniers soient aussi des personnes qui transmettent, des personnes qui reçoivent et qui enseignent. Pour ce mois de mars, par exemple, nous avons dans le jardin avec nous 5 étudiants paysagistes en première année qui découvrent autre chose que la conception des espaces. Là, ils découvrent l'entretien, le maintien, la gestion d'un jardin. Non loin de là, les étudiants travaillent sur une parcelle qui leur est dédiée. Bonjour, bonjour à vous. Si le rôle d'Antoine consiste à remodeler le potager pour créer un système sain et sans traitement, il est aussi éducatif. Les élèves viennent de l'école paysagiste voisine qui occupe la majeure partie des locaux du potager et travaillent ici 5 mois dans l'année. À une époque où se nourrir est une question importante, tant bio que d'un point de vue géré à grande échelle, c'est un héritage qu'il ne faut pas perdre. Et quand on fait 3 ans dans le potager de la Quintigny, qui était celui qui a nourri le roi Soleil, on a un héritage à recevoir et ce serait bête de passer à côté. Grâce aux connaissances d'Antoine et son intérêt pour la transmission du savoir, les potagers du roi suivent leur évolution et l'héritage est assuré. Et c'est ici qu'atterrissaient les fruits et légumes du potager pour garnir les assiettes du roi. Élisabeth Claude est conservatrice au château de Versailles et connaît tous des repas royaux. Sous le règne de Louis XIV, un long héritage de la tradition monarchique aboutit à une organisation dotée d'un très grand cérémonial et d'un apparat très développé où le roi dînait en public. Vous êtes ici dans la première antichambre du roi, l'antichambre du grand couvert. Il faut vous imaginer cet espace envahi finalement de membres de la cour, de courtisans, des membres de la famille royale et également du public qui vient assister à ce moment de représentation. Le roi est assis seul ou avec la reine dans un grand fauteuil dans la partie de la table qu'on appelle le haut bout. S'il a invité quelques personnes de la famille royale, celles-ci se positionnent sur les côtés. Et le bas bout est toujours dégagé pour faciliter le service. On apportait des serviettes humides au roi pour qu'il puisse se laver les mains. Et lorsque l'on annonçait « au couvert du roi », un cortège remarquable faisait venir à lui le cadenas dans lequel étaient renfermés ses couverts pour éviter tout risque d'empoisonnement. C'est ensuite qu'arrivaient les services, potages et entrées, les rôtis, les entremets et les fruits et desserts. Il faut bien se rendre compte que chacun de ces services peut comprendre plusieurs plats. Pour certaines grandes fêtes, il était servi jusqu'à une 40aine de plats par service. Donc c'est vous dire l'abondance des mets et combien il fallait également pourvoir en amont sur l'approvisionnement pour pour le service de la table du roi et de la maison royale. Sous le règne de Louis XV, ces repas changent de forme. Ce dernier étant peu friand des moments de représentation, il développe une salle à manger pour particuliers. Alors, nous sommes ici dans la salle à manger aux Salles Neuves, qui a été aménagée en 1769, sous le règne du roi Louis XV, dans l'appartement intérieur du roi, qui servait pour les repas des retours de chasse, c'est-à-dire les soupers de retour de chasse. C'était des moments tout à fait privilégiés, où le roi invitait des personnalités de la cour, des courtisans, à avoir un repas, en particulier avec le roi, mais dans une atmosphère tout à fait agréable et où le cérémonial ne prenait pas le pas. Des moments de grande gastronomie qui ont perduré lors de l'avènement du roi Louis XVI. Son épouse, Marie-Antoinette, propose de reprendre l'idée de ces soupers de retour de chasse en faisant en sorte que les femmes de la famille royale puissent en faire partie. Cette évolution aboutit à des soupers de société. Ces soupers de société, en réalité, ont été des moments où l'art de la table, et notamment la gastronomie, a atteint des sommets au point de vue raffinement et également d'élégance. La table était réputée pour son abondance, son originalité. Les rois devaient la qualité de leurs mets à des chefs prestigieux, dont certains influencent encore notre culture culinaire contemporaine. À 2 pas du château de Versailles,
Lydia Lecornic tient la pâtisserie La Varenne, du nom de François-Pierre de La Varenne, officier de bouche de Louis XIV et inventeur de saveurs. C'est à ce cuisinier que l'on doit le millefeuille ou le marron glacé. Bonjour, bienvenue. Il écrit un livre en 1851 dans lequel apparaissent déjà des recettes de livres de cuisine contemporains. Lydia, à l'aide d'un pâtissier, leur a redonné vie en utilisant quelques saveurs maîtresses comme l'amande. Au départ, le macaron, nous on le connaît comme double coque avec une ganache, mais le macaron, c'est un macaron comme ça. Le macaron, la gourmandise préférée de Marie-Antoinette. Mais Lydia s'est aussi inspirée de vieilles recettes pour réinventer toute une gamme de biscuits. Si toutes ces recettes réveillent les papilles, la spécialité locale des Yvelines reste sans aucun doute le fameux Paris-Brest, créé ici, à la pâtisserie Durand de Maison Lafitte. Ouais, très bien, très bien. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? On reprendra comme ça? Ouais. Ouais. Stéphane Lévesque n'est pas un pâtissier ordinaire. Il est né dans cette maison et a baigné dans l'histoire de la spécialité yvelinoise pour une simple raison. Voici la photo de mon arrière-grand-père, Louis Durand, 1909, qui a créé le Paris-Brest dans cette maison. Paris-Brest, course de vélo, Paris-Brest, Brest-Paris, qui passait à quelques centaines de mètres de la boutique. Et mon arrière-grand-père a décidé de faire un gâteau rond avec un trou au milieu en forme de roue de vélo. Stéphane a repris la maison en main il y a une vingtaine d'années, lorsque son grand-père, qui a succédé à son arrière-grand-père, a décidé d'arrêter à l'âge de 75 ans. Ces Paris-Brest se font ici, dans la cuisine, avec des produits venant essentiellement de la région Île-de-France. La pâte à choux en premier est préparée, cuite. Ensuite, elle est tournée dans un batteur. Ensuite, elle est couchée sur des tourtières. Elle est étalée. Nous mettons ensuite les amandes effilées. Ça se repose quelques instants. Ça passe au four. Donc là, nous arrivons à la dernière étape de la fabrication. Donc le Paris-Brest, la pâte à choux a été cuite. Elle s'est refroidie tranquillement à l'échelle. Maintenant, je l'ouvre, c'est-à-dire je coupe la pâte à choux en deux. Et la dernière étape, c'est de mettre la crème spécialité Durand. Donc là, je ferme la pâte à choux et ensuite, je saupoudre de sucre glace. La petite pastille de la maison et le Paris-Brest est terminé. La recette du passionné de cyclisme est restée authentique. Et Stéphane garde jalousement le secret de son pralin qui fait la différence avec tous les autres Paris-Brest. Il n'y a pas d'évolution de ce gâteau chez nous, puisque je souhaite, en tant qu'arrière-petit-fils de l'inventeur, garder la même formule, les mêmes ingrédients, la même pesée. Tout est identique depuis qu'il a été créé. Je ne souhaite pas le modifier, je ne souhaite pas de le recréer, je ne souhaite rien faire. Ce Paris-Brest a beaucoup de succès dans cette manière. Il faut le garder comme ça. Dans cette boutique, le Paris-Brest reste donc simple. Si l'appétit n'est pas assez grand pour une roue de vélo de 12 personnes, il y a la part individuelle, en forme de selle. Ce client habite ici depuis 20 ans et connaît la boutique. Quand j'ai des invités à la maison, je ne vous cache pas que je leur fais découvrir le Paris-Brest, justement. C'est goût praliné, c'est vraiment super bon. Et en plus, la crème, elle est très douce, pas grasse. J'aime beaucoup, vraiment. La réaction des gens, ils connaissent, quand ils viennent chez nous, ils savent que nous sommes l'inventeur du Paris-Brest. Alors après, vous avez quelques personnes qui lisent la presse, quelques personnes qui écoutent la radio, où on parle un petit peu du Paris-Brest. Donc ils viennent voir effectivement le Paris-Brest de Maison Lafitte, ils viennent goûter le Paris-Brest. Autre production locale, le noyau de Poissy, une vieille liqueur à base d'amandes de noyaux d'abricot. Marion Coville, responsable du magasin et apprenti distillateur, reçoit la visite d'un voisin restaurateur qui travaille certaines de ses recettes avec cet alcool. Donc un tchac pour tes crêpes? C'est ça, oui. Les fameuses crêpes pisciacaises. Eh oui, il faut au moins ça. Voilà. Tu fais comment toi déjà les crêpes pisciacaises? Ah bah ça c'est la base de la crêpe Suzette, mais au lieu de faire au Grand Marnier, je le fais au noyau de Poissy. Ouais. Flambé en blanc. En blanc, voilà, et celui-ci? Ça vous donne un peu plus de goût. Le noyau de Poissy exprime un parfum et une saveur d'amande frangipane et de fleurs d'oranger, très élégant et subtilement épicé. On peut aussi travailler, il faut savoir, le noyau de Poissy ambré ou blanc avec des plats salés. Par exemple, j'ai d'autres chefs dans d'autres restaurants qui
utilisent le noyau ambré avec de la viande de canard ou le noyau blanc avec de la viande de veau, tu vois. Donc, le fameux sucré salé. Ouais, le sucré salé. Et voilà. La boisson a vu le jour sous le règne de Louis XIV et la recette reste inchangée depuis 1698. Marion Coville la met en avant dans cet espace muséographique. Alors le noyau de Poissy, en fait, le premier a été créé en 1698 par une femme aux alentours du marché aux bestiaux, donc qui est juste devant la boutique à l'heure actuelle de Poissy. Il s'appelle le gobelet d'argent parce qu'en 1830, la duchesse de Berry a eu l'idée de goûter ce noyau de Poissy dans l'auberge en fait, qui le fabriquait, et elle a tellement aimé ça qu'elle a donné en fait son gobelet à elle personnel de dégustation, donc un petit gobelet comme ça. Et du coup, on se retrouve avec un noyau de Poissy qui s'appelle le gobelet d'argent. C'est en 1906 que le noyau de Poissy ambré, fabriqué par la famille Dumont, voit naître un concurrent, le noyau de Poissy blanc, créé par la famille Duval. Cette dernière va reprendre la fabrication du noyau de Poissy ambré dans cette distillerie en 1910 et va déposer un brevet pour le nom noyau de Poissy. Il y a la guerre des boutons, la guerre des roses, et nous c'est la guerre des noyaux. Et du coup on va avoir le vrai et le véritable noyau de Poissy, à savoir que le vrai c'est Duval et que le véritable c'est Dumont. Aujourd'hui cette rivalité, elle existe sans exister. En fait on a des familles qui nous disent « bonjour, je veux du vrai, bonjour, je veux du véritable ». Et c'est assez rigolo de voir que ça continue un peu. C'est ici, dans cette salle de distillation, qu'est fabriqué le noyau de Poissy. Le matériel est historique, en cuivre, matériau indispensable pour préserver le goût de la liqueur. Le noyau blanc est uniquement macéré, mais le noyau ambré suit toute une étape de distillation. Donc les amandes de noyau d'abricot qu'on utilise aujourd'hui, c'est plus les amandes de noyau d'abricot bien sûr de 1910. Les abricots sauvages de la région ont disparu après la Seconde Guerre mondiale progressivement, faute de soins. La région avait beaucoup souffert et du coup, malheureusement, aujourd'hui, on est obligé, mais vraiment on est obligé, d'aller se fournir donc, sur le pourtour du bassin méditerranéen et plus particulièrement en Turquie pour avoir la sorte d'abricot dont on a besoin. Les amandes de noyau d'abricot macèrent dans cet alambic, avec de l'alcool neutre, puis de l'eau-de-vie de la région de Cognac pour le blanc et de la région d'Armagnac pour l'ambré. Des plantes et des gousses de vanille sont ajoutées avant de suivre le processus de distillation. La liqueur originelle s'écoule enfin par ce bec à 88 degrés. Le noyau de Poissy est prêt pour continuer son chemin jusqu'au magasin. On vient pas chez nous par hasard? Non. Voilà. Tenez. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Si l'abricot sauvage n'existe plus en région parisienne, la tradition maraîchère perdure en Yvelines avec des producteurs comme Michel Frémin. Aujourd'hui, il ramasse des poireaux à Feucherolles, sur l'une des parcelles de ses 50 hectares de terrain. La récolte de cette culture emblématique se fait entre novembre et avril. Nous sommes dans la plaine de Versailles, une terre argileuse. C'est un sol qui est adapté à la culture du poireau puisque c'est un sol qui retient bien l'humidité et donc ça nous permet de ne pas avoir trop recours à l'eau. Le seul petit problème c'est au niveau de la récolte, comme c'est une terre argileuse, c'est un peu plus difficile que dans une terre sableuse. Anciennement, les poireaux devaient être arrachés à l'aide de bêches. Mais aujourd'hui, les croisements ont permis de créer des variétés bien plus faciles à retirer du sol. Michel en récolte 100 à 200 kg par heure manuellement. Il tient tout son savoir-faire de maraîcher de son père et depuis sa création, il y a 3 générations, l'exploitation a triplé de volume. La culture maraîchère s'est maintenue. Et je dirais même, depuis quelques années, on assiste un peu à une augmentation des surfaces, avec pas mal de petits jeunes là, de 20-30 ans qui ont repris les exploitations de leurs parents, et même certains qui n'étaient pas du milieu agricole et qui se sont lancés dans le maraîchage, notamment avec la culture bio, qui a dynamisé un peu ces cultures. Aujourd'hui, les changements de consommation nécessitent une agriculture diversifiée et conséquente pour répondre à la demande. Les exploitations doivent s'agrandir du fait d'une mécanisation inévitable et faire face aux problèmes de rentabilité.
sans compter l'urbanisation qui a contraint les cultures maraîchères à s'éloigner de 30 à 40 km de Paris. Du fait de l'urbanisation, on a des difficultés à trouver des nouvelles terres. Il y a une pression foncière assez importante, mais bon, il arrive à se libérer quand même quelques terres. Le problème, ça peut être peut-être pour le personnel qui ont des problèmes à se loger du fait que les loyers sont assez élevés. Donc on essaye de trouver des solutions par l'intermédiaire d'associations qu'on a montées entre agriculteurs pour les loger. Une coopérative de prêt de matériel agricole a également été mise en place pour pallier le prix élevé. Une entraide pour laquelle Michel est très investi. Après leur récolte, les poireaux doivent être préparés pour être vendus sur les étals. Alors là, on va laver les poireaux. On les a donc arrachés dans le champ, épluchés au champ. Et là, il ne reste plus que le lavage à faire. Hein, c'est une opération toute simple. Ils sont ensuite coupés et placés au réfrigérateur. Michel vend ses fruits et légumes ici, au marché de Versailles, qui vient d'être élu plus beau marché d'Île-de-France. Je vous la laisse en prime, je vous en mets une autre. Voilà. Voilà. Le marché de Versailles est un marché ancestral, installé précairement pour vendre des marchandises aux ouvriers de la ville, il y a 370 ans, avant même la construction du château. Des halles ont ensuite été construites en bois, puis en pierre. Les clients sont fidèles au lieu, mais aussi aux producteurs, comme Michel. Nous sommes des vieux fidèles. Les produits, d'abord, viennent directement du producteur, et ça, c'est la première qualité de cette maison. À la plaine de Versailles, Michel a la chance d'avoir une agriculture périurbaine et de vendre des produits frais dès le lendemain de leur récolte. Mais le maraîcher doit sans cesse défendre cet atout de proximité. J'ai même un client, il m'a dit un jour, il n'y a plus de production, vous êtes à 30 km de Paris. Ben, je lui ai dit, écoutez, je suis désolé, venez voir la plaine de Versailles, il y a encore une grosse agriculture. Et on veut conserver, si vous voulez, cet aspect rural. Parce que quand on voit qu'on perd un département français de terre tous les 10 ans, moi ça m'effare. Et moi je me bats à Feucherolles pour justement essayer de contrer cette urbanisation qui bouffe des terres très fertiles. C'est dommage de sacrifier ces terres-là, on en aura besoin dans quelques années pour nourrir les populations qui deviennent de plus en plus importantes, quoi. Depuis le règne de Louis XIV, de l'eau a coulé sous les ponts. Mais nous savons que c'est ici, à la plaine de Versailles, qu'est née une part tant aimée de notre culture. Si nous devons cette richesse à la gourmandise du roi Soleil, ce sont aussi nos terres précieuses qui ont apporté la lumière. Aujourd'hui, je vous propose un filet de perche meunière et risotto petit épeautre, purée de chou rave. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 filets de perche de 180 g, huile d'olive, 20 g de beurre. Pour le chou rave au vinaigre et sumac, un chou rave, 80 g de sucre roux, 160 g de vinaigre de cidre, 2 g de gros sel, 3 poivrons longs, 2 g de sumac. Pour la purée de chou rave, 2 choux raves, 350 g de lait entier, un demi-oignon, 30 g de beurre. Pour le risotto de petit épeautre, 200 g d'épeautre, 40 g de beurre, un oignon nouveau, 1 litre de fond de veau, une demi-carotte, un petit céleri rave, un morceau de parmesan d'environ 100 g, 30 g de crème liquide. Pour le chou rave au vinaigre et sumac, épluchez le chou rave et le taillez à la mandoline pour obtenir 20 disques assez fins. Taillez ensuite avec un emporte-pièce de 6 cm et réservez les parures pour la purée. Démarrez un caramel à sec avec le sucre roux, déglacez avec le vinaigre, puis ajoutez 240 g d'eau, le gros sel, le poivre long, le sumac et portez à ébullition. À défaut de sumac, vous pouvez tout simplement utiliser du curcuma. Versez sur les disques de choux, couvrir et laisser refroidir à température. Pour la purée de chou rave, épluchez et coupez les choux raves en dés. Émincez finement l'oignon et le faire suer sans coloration avec le beurre pendant 5 minutes. Ajoutez les dés de chou rave. Versez le lait, portez à ébullition et cuire à feu doux pendant 20 minutes. Filtrez et mixez pour obtenir une consistance lisse et homogène. Rectifiez l'assaisonnement.
Pour le risotto de petite épeautre, faire tremper l'épeautre dans de l'eau pendant 24 heures. Tailler la carotte et le céleri rave en brunoise et faire revenir sans coloration dans 20 g de beurre. Ciseler l'oignon et le faire suer dans un sautoir avec 20 g de beurre, puis ajouter l'épeautre et mouiller à hauteur au fond blanc chaud. Dans un fond blanc, ne faites pas revenir les éléments, notamment les oignons, car ils vont apporter de la coloration. Laissez cuire environ 20 minutes sans couvercle, en rajoutant du fond blanc régulièrement au fur et à mesure de son évaporation. Une fois cuit, ajoutez les brunoises de carottes et de céleri, le parmesan râpé et la crème. Pour les filets de perche meunière, juste avant le dressage, assaisonnez les filets de perche et les déposez dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive. Lorsque le filet de perche est bien coloré sur une face, le retournez et ajoutez le beurre pour finir la cuisson en l'arrosant avec. Déposez ensuite sur un papier afin d'enlever l'excédent de gras. Pour le dressage, dressez l'assiette en commençant par la purée de chou rave. Déposez dans un cercle de 8 cm de diamètre le risotto de petite épeautre. Sur le dessus, ajoutez délicatement un filet de perche cuit meunière, des disques de chou rave roulés en cornet et terminez par quelques pousses. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.